Bonjour, vous le savez déjà parce que c'est devenu déjà une actualité. Les négociations entre la RDC et la M23 direct vont se dérouler ce 18 mars 2025. Nous sommes en Angola. Voilà ce qu'a annoncé le président angolais. Nous allons devoir en parler dans cette émission géopolitique qui a reçu un journaliste professionnel, parce que cette émission reçoit toujours les journalistes professionnels qui réfléchissent sur des questions de l'air. Nous avons reçu Paulin Aganze. J'ai demandé de lui dire bonjour et bonne arrivée, Paulin. Merci beaucoup, Faustin. Merci également à tous les téléspectateurs de Web Info TV. Je salue également toute l'équipe de réalisation. Vous saluez également Paulin Munyagala qui a sauté sur votre nom, bien sûr. C'est un grand frère et c'est un ami aussi. Salutations à lui. Ok. Voilà, Paulin Aganze, dites-nous quelles sont les analyses d'abord générales que vous portez sur ce sujet, les négociations directes entre la RDC et la M23. Bon, en tant que Congolais qui a vécu la guerre, d'abord c'est un ouf de soulagement. C'est enfin la fumée blanche est sortie comme on l'a beaucoup attendu. La position de Kinshasa était vraiment radicale et apparemment ça reste radical parce que malgré l'initiative angolaise, on n'a pas senti cet engagement du gouvernement congolais par rapport à cette question. Ça veut dire, nous qui avons vécu la guerre, personnellement, je me dis que c'est un ouf de soulagement parce que, enfin, la solution sera là. Parce que si vous aviez bien lu les communiqués de la présidence angolaise, ça a été dit, l'objectif derrière cette initiative, c'est de remettre définitivement la paix en RDC. Alors, on était encore ici une fois lors d'une émission, on avait dit la paix d'où elle viendra sera la bienvenue parce que nous on a enduré, on a beaucoup vécu par rapport à cela. Peut-être il faut revenir un peu dans les contextes par rapport à cette question de négociation directe entre les M23 avec le gouvernement congolais et les M23 parce que le contexte est tel que les M23 voulaient cette démarche depuis le début. Mais le gouvernement congolais voulait écarter les M23 parce que déjà, on a vu des sorties médiatiques, les traitants des patins, les traitants de tout mot, en tout cas des coquilles vides, et tout le reste, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu. Et il y a eu des processus de paix, notamment de Nairobi, où les M23 a été écarté dès le début, malgré leur engagement qui était manifesté en amont. On a vu aussi le processus d'Angola. Les M23, bon, en tout cas, ils n'étaient pas fortement impliqués. Et le gouvernement congolais voulait à tout prix discuter directement de cette question avec le Rwanda. Le 15 décembre, c'était prévu un tête-à-tête entre le président congolais et le président rwandais à Luanda. Malheureusement, le président rwandais ne s'était pas présenté. Il n'y avait eu que le président congolais qui était arrivé. Il y a eu quelques jours après un autre sommet conjoint entre l'EAC et la SADC au niveau de la Tanzanie. Notre président s'était fait représenter par la première ministre. On a vu tout ce qu'on a vu. Mais le président rwandais était présent. Effectivement, il était là. Mais c'était aussi quelque part une occasion en or pour essayer un peu de diluer la tension, de diluer la tension qui a pris déjà un autre tournant. Mais le président congolais ne s'était pas présenté. C'était pas ça le problème, parce que le problème, je sens que c'est pas entre les deux présidents, mais le problème c'est entre les deux pays, le Rwanda et la RDC. Alors, présentement, l'initiative angolaise veut mettre sur une même table des négociations directement, le gouvernement congolais d'une part et la rébellion du M23 d'une autre part. Maintenant, si cela va arriver, parce que jusque-là, on n'a pas senti cet engagement, comme je l'ai dit, du gouvernement congolais. Si cela va arriver, j'ai deux petites analyses. La première, c'est au niveau de toutes les sanctions, au niveau de tout l'acharnement que l'on sait et que l'on est en train de voir sur le Rwanda actuellement. Si cela pourra arriver,
le Rwanda sera automatiquement dédouané. Le Rwanda sera automatiquement, le Rwanda sera dédouané et on saura déjà que le problème n'est pas entre le Rwanda et la RDC, comme le président l'a toujours dit. Mais c'est le problème entre les Congolais. Ça sera déjà le problème entre les M23 et le gouvernement congolais. Et c'est ça peut être ce qu'on veut quand même nous signifier. On veut dédouaner peut-être les Rwandais, comme vous venez de le dire. Oui. Parce que si on négocie directement avec les M23 se dit être un mouvement congolais, et donc c'est un problème congolais, Paul. Effectivement, laissez-moi d'abord chuter avec cette analyse. Ça va faire assez que les Rwandais puissent être dédouanés. Pourtant, il y a eu des sanctions sérieuses contre le Rwanda. Notamment, on a vu les États-Unis, on a vu le Canada, on a vu même la Grande-Bretagne. Ça veut dire, si on parvient à se mettre sur une même table de négociation avec les M23, déjà toutes ces sanctions contre le Rwanda vont tomber. C'est la première analyse. En fait, la deuxième qui est générique, et c'est tout le monde qui en parle déjà, tout ce qu'on vit, ça aurait dû être évité si le gouvernement congolais acceptait ou bien si l'Angola prenait cette initiative depuis le début. Parce que on a vu des présidents, en fait des personnalités politiques, Vital Kamerhe par exemple, pour ne pas les citer, depuis 2022, avait proposé la voie des dialogues pour résoudre ces conflits. Vital Kamerhe avait proposé, je pense, depuis 2022, de négocier directement pour n'est-ce pas, permettre qu'il y ait la désescalade des tensions et que la paix puisse revenir de manière générale, de manière totale. Mais il a été traité de tout mot. Il y a eu même des dissidences au sein de l'Union sacrée, famille présidentielle, famille politique du président de la République. On l'a traité de tout mot, on l'a jugé, on a pensé qu'il était traître parce qu'il a proposé qu'il y ait dialogue. C'est pas seulement lui. Il y a d'autres personnalités, même par toutes les voies des mécanismes et accords, on sentait qu'on poussait le gouvernement congolais à dialoguer directement avec les M23. Mais le gouvernement congolais ne voulait pas franchir la ligne rouge qui reste celle de discuter directement de manière franche avec les M23. Et on ne sait pas jusque-là si cette démarche va aboutir. Parce que lors du briefing de la fois passée, le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, a semblé être un peu... Non, il a touché cette question avec des pincettes. Et puis, il a dit qu'il n'y avait pas encore de précisions quant à ces... Effectivement, il n'y en avait pas et jusque-là, il n'y en a pas. Même si la présidence angolaise a donné la date du 18 mars. Du 18 mars, mais le gouvernement congolais ne s'est pas encore prononcé. Effectivement, Kinshasa a dit que... Kinshasa a annoncé qu'il a pris acte. Ça veut dire qu'ils sont d'accord avec la démarche. Mais si vous avez bien lu l'étude de Tina Salama, porte-parole du président de la République, elle a dit que tout cela doit se passer dans le cadre de la résolution 2273 du Conseil de sécurité des Nations Unies. La résolution du Conseil de sécurité, cette résolution veut que les Rwandais puissent retirer ses troupes sur le sol congolais. On parle de 4000 soldats. Il parle de 4000. Oui, alors on ne sait pas si les M23 AFC ne comptent que 4000 soldats. On a vu des militaires être recrutés à Goma, des policiers recrutés à Bukavu. Cette résolution peut être aussi appliquée. Les Rwandais retirent ces 4000 soldats, mais les M23 va rester. Et c'est encore la discussion entre les Rwandais et la République démocratique du Congo, ou bien ce sont des discussions maintenant entre les M23 qui se revendiquent être congolais et le gouvernement congolais. En fait, c'est ce que je suis en train de dire, M. Faustin. Les Rwandais vont retirer ses troupes. On va arriver là, le Rwanda va retirer ses 4000 soldats, on va les voir partir. Ils vont partir soit par la grande barrière ou par la petite, bien sûr ils vont partir, 4000. Mais les Rwandais ne vont pas venir. Écoutez d'abord, les Rwandais ne vont pas participer aux négociations. Effectivement, c'est ça. C'est les M23 c'est parmi, qui se revendiquent être congolais. Effectivement, mais c'est parmi les grandes revendications, ou bien c'est parmi les grandes résolutions, c'est parmi les grandes décisions de la résolution 2273
du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la RDC. On demande au Rwanda de retirer ses troupes sur le sol congolais. Ça veut dire le Rwanda peut se retirer du sol congolais, 4000 comme je l'ai dit, mais le M23 va rester. Et maintenant, des discussions vont rester entre le M23 et le gouvernement congolais, soit la RDC. Mais aussi, il faut savoir aussi, il faut qu'il y ait en fait, il faut savoir sur quoi vont tourner ces discussions. Ces discussions, bien sûr. Le M23, par exemple, je ne suis pas le porte-parole, non plus je ne suis pas le porte-parole du gouvernement. Mais vous êtes journaliste, chercheur quand même. Effectivement. La question a été posée lors de la conférence de presse. On avait demandé à Corneille Nangaa que peut être leur cahier des charges au cas où le gouvernement congolais acceptait de dialoguer ou bien de dialoguer avec eux. Il y a eu certains éléments de réponse, notamment, je vais les, parce que je les ai écrits quelque part. Bon, par exemple, pour les M23, allez-y, c'est très important. Effectivement, pour les M23, je pense ils peuvent plaider ou bien ils peuvent vouloir imposer, ou bien parce qu'ils sont en position de force, assurément, ils peuvent vouloir demander qu'on entre dans le fédéralisme. Ça a été dit et Corneille Nangaa l'a dit à plusieurs reprises. Il y a également ces dialogues vont donner une certaine reconnaissance politique à cette rébellion. Il y a risque qu'il y ait mixage ou brassage comme on l'a vu par le passé. Il y a risque qu'il y ait parce que le M23 a déjà nommé certaines autorités politiques et administratives dans différentes zones qu'ils occupent. Oui. Je ne pense pas que cela pourra être facile, que tout cela cesse et cette administration du M23 puisse tomber. Ça veut dire politiquement, ils vont s'installer, administrativement, ils vont s'installer, et sur le plan militaire aussi, il y aura une certaine reconnaissance. Aussi, il y aura aussi lieu de négocier une amnistie. Parce que là, le président ou bien la délégation gouvernementale aura en face d'elle des personnes condamnées à mort. Qui sont d'ailleurs recherchées. Des personnes condamnées à mort et recherchées par la justice congolaise. Ça veut dire, parmi aussi des revendications, pour qu'ils puissent jouir de leur liberté, ils vont demander qu'ils puissent être amnistiés. Ça, c'est un. Et puis pour le gouvernement congolais ou bien pour la RDC, on sait déjà ce que le gouvernement congolais a toujours demandé. La première des choses, c'est le retrait immédiat du M23 sur le sol congolais. La cessation des hostilités. Assurément. Ça peut être la première des choses. Et aussi le respect de la souveraineté nationale. Déjà, il y a des zones occupées par les M23 où il n'y a plus l'autorité de l'État congolais. Ça veut dire, une fois sur la table des négociations, cela peut surgir aussi sur la table et le gouvernement congolais peut demander que sa souveraineté nationale soit démise ou bien soit respectée. Il y a aussi la question de justice, la réparation des justices pour la réparation plutôt des victimes qui est cette question ou bien cette question de justice transitionnelle. Le gouvernement congolais peut également exiger qu'il y ait réparation. On a vu des familles à Goma perdre les leurs, on a vu des familles à Bunagana et tout le reste perdre les leurs. Mais tout ce que je peux dire, je reviens un peu sur ce que j'ai dit, depuis Tchanzu, depuis les collines de Bunagana, Runyonyi et tout le reste, il y avait lieu d'éviter toutes ces atrocités. De Tchanzu jusqu'à Burale, où se déroulent les affrontements dans les territoires de Walungu actuellement, c'est très loin et il y avait vraiment toutes les possibilités nécessaires d'éviter les bains de sang, d'éviter la perte des munitions de guerre qu'on a perdues, la perte des hommes, des troupes et de la population civile. Cela vous veut dire que le M23 est dans la position de force? Je l'ai dit, le M23 est en position de force. Je ne sais pas si le gouvernement acceptait d'aller négocier ou bien d'aller discuter avec les M23, sur base de quoi ils peuvent avoir une plus-value. Il n'y en a pas. Parce que déjà, le sol congolais est occupé. Déjà, 2 provinces sont quasiment occupées, je dirais, parce qu'il y a déjà 2 gouverneurs de surplus sur les 26 qu'on avait déjà avant. Ce qui veut dire qu'en tout cas,
la position des forces est du côté M23. Selon les analystes, les M23 occupent actuellement une partie où il y a 10% de la population de la RDC. Ça veut dire que c'est déjà fort, c'est déjà beaucoup. Et si on s'en tenait à cela, parce que aussi les M23 ne se limitent pas à cela, ils continuent à progresser. Ça veut dire qu'ils sont dans la position de force. Pensez-vous que vraiment le gouvernement congolais sera obligé de lâcher prise? Dans quel sens, M. Faustin? Dans le sens où le M23 est en position de force et donc le carnet du M23 sera presque totalement respecté par le M23. Totalement respecté, non, mais sur la scène internationale, il y a des notions de principes qui doivent être respectées, notamment des discussions, des accords signés. Mais comme on l'a toujours dit, ce sont des hommes qui font des accords et ce sont des hommes qui les défendent. Et si nous sommes arrivés jusqu'à cette guerre, c'est parce que, quelque part, auparavant, des accords n'ont pas été respectés. Ça veut dire, d'abord, pour qu'il y ait d'escalade de violence, pour qu'il y ait une accalmie, pour qu'il y ait retour de la paix, de manière générale ou de manière partielle, déjà ces discussions ou bien ces négociations valent son pesant d'or. Mais dire que le gouvernement va respecter à la loupe ce qui va se dire, en tout cas on ne sait pas d'abord ce qui va se dire, nous sommes en train d'analyser. Attendons voir, peut-être cette question pourra revenir une fois que les accords sont signés, les accords de paix entre les deux parties sont signés. Donc, selon vous, ne pensez pas que le gouvernement congolais pourrait être peut-être un peu perdant? Perdant, oui, parce que déjà lorsque l'on intègre des pantins, comme ils ont dit d'ailleurs, selon leur mot. Lorsqu'on intègre les patins, les coquilles vides et tout le reste dans un gouvernement sérieux comme des Warriors, déjà c'est une perte, voyez-vous. Donc on sera obligé de les intégrer. Effectivement, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent gérer les pays, ils veulent diriger les pays. Et s'il y a une autre question peut-être qui n'avait pas été évoquée, l'M23 a toujours voulu le départ du président Tshisekedi. Oui. C'est parmi, ça peut être aussi parmi. C'est ce que plusieurs personnes d'ailleurs craignaient que les M23 vont. Donc les M23 va refuser les discussions. Effectivement. Donc il peut y avoir aussi cette question peut revenir aussi autour de la table. Mais dire que le gouvernement ne va pas perdre, oui, déjà ils vont perdre parce que déjà accepter de discuter avec des personnes qu'ils ont semblé négliger depuis le début, ils ont semblé ne pas reconnaître depuis le début. Donc ces personnes peuvent venir avec vraiment une arrogance également. Effectivement, et c'est déjà une grandes perte. Conditions. Et le M23 va les obliger, va obliger le gouvernement à les reconnaître. Déjà, le fait déjà de quitter Kinshasa pour aller rencontrer en Angola les patins, en tout cas, je reviens sur ça parce que c'était ça les termes. Les éléments d'M23, on peut les dire. Utilisés couramment par le gouvernement congolais. Déjà, quitter Kinshasa pour aller les rencontrer, c'est reconnaître qu'ils existent, c'est reconnaître aussi qu'ils ont un cahier de charges, c'est reconnaître. Ils ne sont pas condamnés à mort. Et non, ils sont condamnés à mort d'abord par la justice. Mais c'est reconnaître déjà qu'ils ont une certaine légitimité. Ils ont une certaine légitimité. Alors, monsieur Paulin, vous avez suivi Bertrand Bisimwa s'est prononcé, c'était hier, sur la question, parce que plusieurs personnes déjà s'est posé des questions sur la position du M23. Est-ce que le M23 va accepter les dialogues avec le gouvernement congolais? Mais Bertrand a dit, je cite, nous étions obligés, nous étions là pour obliger les gouvernements congolais à reconnaître l'échec militaire sur le terrain afin d'entamer la voie du dialogue. Dites-nous, qu'en pensez-vous de tout ce que Bertrand Bisimwa a dit d'une manière brève? D'une manière brève, je pense que ce ne sera pas moi qui sera le premier à le dire. Et il a été bien vu clairement, même par plusieurs faits, parce que nous nous basons que sur les faits. Et en 6 ans, le président Tshisekedi a remanié son entourage militaire, l'armée et tout le reste à plusieurs reprises. Pourquoi? Parce que ça a été dit que l'armée a été infiltrée. Et ça peut être une des sources de cet échec militaire des FARDC sur la ligne de front.
Okay. Et le gouvernement ou bien la RDC devrait reconnaître cela, bien que nous sommes forts sur le plan diplomatique, mais sur le terrain, en tout cas, ça ne semble pas donner. Parce que si ça donnait, déjà depuis Tchanzu jusqu'à maintenant, il y aurait déjà soit des localités reprises. Mais on reprend des localités. Après encore, il y a eu des chutes libres. On peut reprendre une localité, mais quand le M23 va revenir, il va reprendre 3, 4, 5. Ça veut dire, sur le plan militaire, il y a eu ces trahisons, il y a eu ces trahisons, voilà. Et cette infiltration n'a pas permis à la RDC d'avoir des victoires sur la ligne de front. Ça veut dire, dès le début, le gouvernement devrait reconnaître cela. Et le président a reconnu cela, il a dit, nous avions investi dans l'armée comme aucun président ne l'avait jamais fait auparavant. Okay. Ça veut dire, il a vraiment investi en moyens, il a investi. Il y a eu même des détournements. Pour preuve, il y a des militaires qui comparaissent, des généraux qui comparaissent pour détournement des frais destinés aux militaires. Au front. Il y a eu d'ailleurs un général qui était ici, à la 34e région, qui a été condamné pour des faits comme ça. Ça veut dire, lorsqu'il y a déjà des détournements au sein des officiers de l'armée, cela peut décourager et démobiliser, démoraliser même les troupes sur la ligne de front. Bertrand Bisimou a dit, s'il vous plaît, Bertrand Bisimou a dit que le président congolais a reconnu que vraiment l'aspect militaire aurait échoué. Est-ce que réellement l'aspect militaire aurait échoué selon vous? C'est ce que j'étais en train de dire, M. Faustin. Ça veut dire, militairement, bon, il y a eu des termes qu'on a appris au travers de cette guerre, repli stratégique. Nous l'avions appris dans cette guerre, de manière pratique. Parce que c'était devenu déjà un terme ou bien un slogan, une devise, je dirais, de toutes les communications de l'armée. Lorsqu'il y a eu des avancées, le gouvernement congolais se retire, l'armée congolaise se retire pour éviter qu'il y ait ben des sangs. Et par la même occasion, les M23 marchent sur nos territoires, marchent sur des localités. Bon, échouer, oui, parce que... militaire. Oui, parce que je l'ai dit précédemment, il y a eu des détournements au sein de l'armée. Il y a eu de l'infiltration, il y a eu des trahisons au sein même de l'armée. Cela fait assez que, lorsqu'il y a tous ces aspects réunis, sur le plan militaire, l'échec est visible, à ciel ouvert. Parce qu'ici, on est fort, vraiment. Nos FARDC, ils sont des vaillants, ils sont des courageux, ils donnent tout, en tout cas, en termes d'efforts et de sacrifices. Mais, parce que même dans des petites vidéos filmées par nos militaires sur la ligne de front, même par des petites vidéos filmées par nos militaires, lorsqu'ils quittent une position vers une autre, vous sentez qu'ils sont en train de se plaindre. D'ailleurs, on nous a trahis, d'ailleurs, nos autorités, d'ailleurs, ceci, d'ailleurs, cela. Ça veut dire déjà, il y a des dissidences au niveau même de l'armée. Les propos de Bertrand Bisimou veut dire que le M23 est prêt pour les dialogues et mettre fin aux hostilités, selon vous? Oui, il a dit qu'ils sont vraiment prêts, je pense, à analyser les deux positions, ou bien les deux camps. On sent que l'M23 est prêt. Parce que c'était parmi leurs revendications depuis le début. Ça veut dire qu'ils ne peuvent qu'être prêts. Le gouvernement congolais hésite encore parce qu'ils ont été radicaux. Ils ont été radicaux. Et si vous avez bien suivi Tina Salama, elle a dit tout cela doit se passer dans le cadre du processus de paix de Nairobi. Que veut le processus de paix de Nairobi? Le processus de paix de Nairobi veut que tous les groupes armés déposent les armes, qu'ils soient cantonnés. Qu'ils soient cantonnés. Ça veut dire, une fois que le M23 va accepter cette question, ou bien cette proposition du gouvernement congolais de passer par le processus de Nairobi, les M23 les éléments du M23 vont d'abord déposer les armes et ils seront cantonnés. Et les lieux de cantonnement prévus, c'était Rumangabo avant. Et puis, après Rumangabo, d'autres pourront être envoyés
dans la province, si pas de Lituri ou de Maniema, comme ça. De Maniema, je crois. Maniema, bien sûr. Alors, dites-nous, selon vous, pourquoi l'Angola a-t-il été choisi comme médiateur de ces pourparlers? Bon, d'abord, comprenez que la position actuelle du président angolais, c'est vraiment une position stratégique pour l'Afrique. Il paraît, selon moi, comme étant le président les plus, si pas sages, les plus mûrs politiquement. Il sait bien jouer sa carte par rapport à cette guerre, par rapport à cette situation. Il maîtrise aussi bien la région des Grands Lacs. Mais par rapport à cette question, je me suis dit qu'il a joué un peu à la vedette. Ils se sont rencontrés avec le président Tshisekedi le 11 mars. Aussitôt que le président arrive à Kinshasa, la présidence angolaise a sauté sur l'occasion et a fait un communiqué qui devient déjà notre sujet d'ailleurs de cette émission. Moi, je pense que le président angolais devrait laisser la primaire au président Tshisekedi de faire une restitution. Nous sommes rencontrés avec le président angolais et voilà, on a dit ceci, on a dit cela. Mais déjà, quand le président angolais a communiqué en premier, il met Tshisekedi devant un fait accompli. Il met Tshisekedi devant un fait accompli parce qu'il va accepter. On l'a vu en Angola et puis à sa sortie d'Angola, on voit un communiqué. Ça veut dire c'était ça les sujets autour des tables. Aussi, il faut dire que cette communication du président angolais intervient seulement quelques heures après la rencontre avec cette délégation de la CENCO-SCC qui était d'ailleurs notre sujet de l'émission précédente. Ça veut dire, selon moi, les évêques de la CENCO sont allés présenter les rapports de leur pacte au président angolais qui est, jusqu'à preuve de contraire, président en exercice de l'Union africaine. Paulin, dites-nous comment évaluez-vous les chances de la réussite de ces pourparlers? Bon, les chances de la réussite sont, en tout cas, pour moi, je donne en tout cas toutes les chances parce que ça va aboutir à la paix selon l'objectif de l'initiateur. Et l'initiateur, ça veut dire le président angolais, veut qu'il y ait une paix totale à l'est de la RDC. Une zone meurtrie depuis des décennies. Ça veut dire que je ne peux qu'accorder en tant que Congolais je suis né dans cette situation, j'ai grandi dans cette situation, je suis en train d'avoir des enfants aussi dans cette situation. Ça veut dire pour moi, si il peut y avoir une solution ou bien une baguette magique pour mettre fin à ces hostilités, pour que mes enfants et les enfants de mes enfants puissent grandir et vivre dans la paix, moi je ne peux que accorder toutes les chances possibles. Mais là où le bas blesse, c'est au niveau de l'arrogance politique des part et d'autre. C'est pourquoi je pose quelles sont les chances. Oui, effectivement. Qu'est-ce qui prouverait que cela pourrait quand même réussir ou échouer? Nous sommes à combien de pourcents selon vous? La réussite, c'est combien? En termes de réussite, nous sommes à un pourcentage un peu donc en dessus de la moyenne. Pourquoi? Pourquoi l'expliquer? Parce qu'on ne sait pas encore lire la position du gouvernement de Kinshasa. Si le gouvernement de Kinshasa a accueilli à bras le corps cette initiative, en tout cas, ça aurait eu même 100% de chances de réussite. Ça veut dire, pour moi, ce qui va bloquer le processus, ce ne sera pas seulement le gouvernement de Kinshasa. Bon, mais lorsqu'on part en négociation, il y a des tactiques. Et on doit avoir en tête qu'on doit faire des concessions. Accepter ce que l'autre veut et l'autre accepte ce que vous voulez pour qu'il y ait intérêt d'attente. Mais aussi, en tout cas, je pense que ces discussions doivent impliquer directement les acteurs impliqués dans ces conflits. Parce que déjà, on a vu, je l'ai dit précédemment aussi à l'émission, on a vu Kabila être cité à plusieurs reprises. Comme étant derrière l'AFC M23. Bon, moi, je pense l'impliquer aussi dans des discussions, ça peut ajouter une nouvelle donne. Donc Kabila pourrait être vraiment impliqué dans les négociations. Oui, s'il fait partie de l'AFC, pourquoi ne pas les déléguer pour avoir en face le président Tshisekedi? Mais ils n'ont pas de précision peut-être.
Des précisions dans quel sens, M. Faustin? C'est moi qui pose des questions, M. Paulin. Ouais. Dites-nous les rôles de la communauté internationale dans ces processus. La communauté internationale a déjà joué un grand rôle avec des sanctions contre le Rwanda, la pression contre le Rwanda. Il faut aller au Rwanda pour comprendre ce que cela fait. Il y a déjà des retombées. Il y a un ami qui part faire soigner son enfant au niveau de Gisenyi régulièrement. Maintenant, quand il est revenu de là la fois passée, il m'a dit toutes ces sanctions, la suppression des aides qui quittaient l'Europe, qui quittaient l'Amérique vers le Rwanda, commence à se faire sentir sur la population, sur la population civile. C'est-à-dire au Rwanda, on sent déjà que c'est une pression qui pèse sur le Rwanda. La dernière question, monsieur Paulin, dites-nous comment est-ce que la situation sur terrain pourrait-elle influencer ces processus? La situation sur terrain. Oui, la situation... Surtout dans l'est de la RDC. Oui, je l'ai dit, les M23 continuent à progresser. Il n'y a pas plus tard qu'hier, ils ont repris près de 5 villages dans les territoires de Walungu. Et vers Uvira, ils continuent à avancer, même s'ils n'ont pas encore pris la ville d'Uvira, qui est actuellement la capitale de la province du Sud Kivu. Ça veut dire, sur le terrain, les M23 continuent à progresser. Cela fait qu'ils continuent à avoir plus de zèle, ils continuent à avoir plus de considération et de l'impact sur le terrain. Ça veut dire, sur le terrain, si on se basait que sur des faits et des réalités sur le terrain, ils sont en très bonne posture, ils sont en très bon positionnement, de façon que si on se limitait seulement à cela, parce que si le gouvernement n'est pas à mesure de reprendre par la voie militaire les zones occupées, si le gouvernement n'est pas à mesure de reprendre cela par la voie diplomatique, maintenant la seule voie est la voie du dialogue. À travers cette voie de dialogue, le gouvernement peut facilement reprendre des zones occupées par les M23. Mais il faut faire les bras de fer au travers au travers la voie militaire, il y aura encore ben descend. Et la pression internationale n'a pas encore payé parce qu'on a vu Laurence Kanyuka être condamné par les gouvernements américains. Il y a eu également... Elle a été sanctionné plutôt par le gouvernement américain. Il y a eu... James Kabarebe. Oui, James Kabarebe du Rwanda. Ça veut dire que toutes ces sanctions ne donnent rien sur le terrain parce que ça ne les empêche pas de continuer leur marche de pèlerin. Voilà, merci Paulin Aganze pour vos réflexions. Je suis très heureux de vous avoir réussi cet avant-midi. C'est moi qui suis le plus heureux. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur votre conclusion? En conclusion, je l'ai dit, tout ce que nous vivons actuellement, ça aurait dû être évité depuis Tchanzu, depuis Runyoni. Si la voie des dialogues a été écoutée, si cette voie a été bien prise depuis le début, on aurait dû éviter les bains de sang, on aurait dû éviter tout ce qu'on a vécu actuellement. Autre chose, cette question du dialogue va ouvrir une voie au M23 ou bien va ouvrir une voie à l'armée rwandaise, comme on a toujours dit, d'intégrer encore notre gouvernement, d'intégrer encore notre armée et de fragiliser toujours les institutions. Si réellement le Rwanda est derrière le M23, comme on l'a toujours dit, cela va faire à ce que les Rwandais puissent continuer à avoir, n'est-ce pas, des l'œil sur tout ce qui se passe en RDC. Cela ne va pas limiter la politique de l'infiltration. Mais comme le dialogue peut sembler, ou bien semble être une voie pour mettre fin à cette guerre de manière durable, comme l'a dit le président angolais, nous ne pouvons que accorder toutes nos chances et espérons que cela va donner la paix. Merci beaucoup Paulin Aganze, merci également de vos réflexions géopolitiques. C'est par ici que nous jetons de l'encre à cette production d'aujourd'hui. Merci de nous avoir regardé. Cette émission reçoit les journalistes qui réfléchissent pour le bien de la République démocratique du Congo. Continuons toujours à travailler pour la RDC parce que c'est notre pays. Nous l'aimons infiniment. À tous et à chacun. Au revoir.